premières à s'opposer farouchement à ce projet. Elles ont été les premières à s'opposer farouchement à ce projet. Alors ne les rendons pas victimes. Et on a reculé, dit Mbaya. On est alors passé par d'autres voies. Lesquelles? Allez-vous me demander. Quelles voies? Le prof cite entre autres le projet de relance de la CEPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs. Et il dit, j'étais adjoint, écoutez ce qu'il était, son titre, j'étais adjoint au représentant spécial des Nations Unies pour la conférence internationale sur les Grands Lacs. Adjoint du représentant spécial, donc ce n'est pas n'importe qui. Où la question de la CEPGL a aussi été discutée. On voudrait relancer la CEPGL, mais qui en fait demande cette relance? Notre gouvernement a résisté à l'époque. Nous sommes en train de subir des pressions. Cela fait partie du marché. Pourquoi les Belges sont-ils derrière la relance de la CEPGL, dit Kankwenda? C'est parce que derrière l'Union européenne, ils veulent rééditer l'Afrique belge. C'est un projet, je cite toujours Kankwenda, c'est un projet de Louis Michel, présenté à la conférence internationale des Grands Lacs. C'est lui qui a même promis 40 millions de dollars américains pour la relance de la CEPGL. Alors, je vous ai dit que moi je faisais attention énormément au discours. Quand je vous dis les voix et les faiseurs de paix, qui sont-ils? Il suffit de les écouter eux-mêmes. Certains, vous les avez déjà entendus, mais à des occasions comme celle-ci, je crois qu'il est utile de revenir sur ces discours-là. Nicolas Sarkozy, 16 janvier 2009, devant le corps diplomatique à Paris. Je cite celui que lui ne voulait pas, dont il ne voulait pas se rappeler le nom. Quant à la région des Grands Lacs, la violence s'est une nouvelle fois déchaînée, dit Sarko. L'option militaire n'apportera aucune solution aux problèmes de fond qui se posent de façon récurrente depuis bien davantage que 10 ans. Il faut trouver une nouvelle approche pour apporter aux pays de la région l'assurance que l'ensemble de ces questions sera réglé de façon globale. Et, dit-il, cela met en cause la place. Cela met en cause la place. La question de l'avenir du Rwanda, avec lequel la France a repris son dialogue, etc., etc. Je crois que vous vous rappelez ce discours de Nicolas Sarkozy, dans lequel il disait notamment « Cela pose la question de la République démocratique du Congo, pays à la superficie immense, d'après lui, et à l'organisation étrange des richesses frontalières. » Et le chef dit « Il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, voilà le président français qui dit, il faudra bien qu'à un moment ou à un autre, il y ait un dialogue qui ne soit pas simplement un dialogue conjoncturel, mais structurel. » Comment, dans cette région du monde, on partage quoi? On partage l'espace et on partage les richesses. Vous avez compris. Le chef d'État s'est exprimé en fait exactement la même idée que Herman Cohen. Je me tourne vers Cynthia McKinney. Que Herman Cohen, dans un article publié le 15 décembre 2008 au New York Times, intitulé « Can Africa trade its way to peace ?» Et Cohen disait recommander au président Obama de, je le cite, nommer un négociateur spécial chargé de proposer un projet de marché commun incluant la RDC, le Rwanda, le Burundi, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Et alors, cet accord autoriserait la libre circulation des personnes et des biens et garantirait, à qui? Garantirait aux entreprises rwandaises l'accès aux ressources minières et aux forêts congolaises, etc., etc. Herman Cohen, après Sarkozy. En fait, Cohen lui-même confirmait un projet plus vieux que vous ne pouvez le penser. Interpellé à la Chambre des représentants de Belgique en 2002 au sujet de son projet de création d'une zone de libre-échange transfrontalière, par laquelle la liberté d'aller et de venir et la liberté d'installation seraient garanties entre les pays de la région des Grands Lacs, Louis Michel, alors ministre des Affaires étrangères, répondit ce qui suit. Je pense, et vous l'avez compris, je pense que le Rwanda est extrêmement intéressé par cette approche, le Burundi et l'Ouganda aussi.
Et le Congo commence à comprendre qu'il peut vraiment être intéressant pour son développement d'accueillir sur son sol la communauté internationale. Sur son sol, la communauté internationale. Et Michel poursuit, nous y travaillons avec les Nations Unies. Je vous parlais du complot international contre le Congo. Nous y travaillons avec les États-Unis. J'ajoute, dit-il, que les directeurs politiques belges, britanniques et français travaillent sur ce plan de stabilisation que nous devrions défendre ensemble. Et dans le cadre de ce travail-là, nous sommes en permanence en contact avec les représentants des États-Unis. Alors, j'ai appris avec mon association qu'il est impérieux de ne pas se tromper d'ennemi. Alors, Sarkozy est-il l'ennemi du Congo? Herman Cohen est-il l'ennemi du Congo? Louis Michel est-il l'ennemi du Congo? Je n'en sais rien. Le PPRD est-il l'ennemi du Congo? Certes, on peut lutter contre le doigt, c'est-à-dire les prédateurs congolais et rwandais. Certes, Kabila devrait partir avec tous les prédateurs qui gravitent autour de lui. Mais le problème fondamental pour moi, c'est l'accession du Congo à la véritable souveraineté politique, culturelle et économique. Il faut aller plus loin que le doigt, et voir l'ogre que nous indique ce doigt, c'est-à-dire le capitalisme mondialisé qui ne recule devant rien pour dépecer le Congo. En attendant, évidemment, les prédateurs mondialisés continueront d'installer et de maintenir en place des régimes concessionnaires leur permettant de décider à la place des Congolais. Ils ont liquidé Lumumba et Laurent Désiré Kabila qui avaient un projet pour le Congo. Et comme ils l'ont fait avec le régime Mobutu pendant 35 ans, ils maintiendront le régime Kabila en place parce qu'il s'agit de régimes sans projet véritable pour notre population. Comment faut-il se mobiliser alors ? Je crois qu'il ne suffit pas de crier au départ des prédateurs et leurs relais locaux. Il faut se mobiliser. J'ai très peu de temps pour le dire, malheureusement. Monsieur le Président, dans le débat. Alors je dis 2 mots et puis j'en finis. Pour moi, il faut se mobiliser autour de 3 mots. L'union, les sacrifices au pluriel et la connaissance. L'union entre toutes les forces du changement des mentalités au Congo. C'est un travail qui sera de longue haleine parce qu'il nous demande, à mon sens, il nous demande un leadership collectif crédible, des intelligences congolaises qui sachent aller au-delà des clivages idéologiques à l'occidental, gauche-droite, ou des clivages imposés par l'Occident, Est-Ouest, Mobutiste, Tshisekediste, Kabiliste et consorts. Pour moi, il faut créer des synergies entre partis politiques et la société civile, et ce travail, c'est un travail de longue haleine. Rien ne pourra se faire dans l'ignorance. C'est pour ça que je plaide pour la connaissance. La connaissance des enjeux sur le Congo ne se trouve pas dans les médias, même s'il faut connaître tout ce qui se déroule au quotidien. Il faut chercher à savoir. Et il faut lire des livres sur le Congo comme ceux de Charles Onana. Il faut le lire. Il faut lire Jean-Claude Willam. Il faut lire Colette Blackman. Il faut lire Carla Del Ponte. Il faut lire tous ces gens-là. Le devoir d'y croire, et j'en termine, je pense que le processus de désintégration du Congo n'est pas inéluctable. Et que le plus grand ennemi à combattre, c'est le défaitisme. Il faut se rappeler quand même que c'est la population congolaise qui a mis en échec les projets de balkanisation de notre pays grâce à son fort sentiment d'appartenance à une nation. Plus important à mes yeux, c'est la révolution mentale. Croire en ses capacités. Aucun pays n'a jamais été construit par un autre. Le Congo sera construit par les Congolais, certes avec l'appui des autres. Certes, avec l'appui des autres, mais l'effort principal doit venir de nous-mêmes. Nous avons des bras, nous avons des jambes, nous avons des mains, nous avons des cerveaux, comme tous les autres peuples du monde. Alors on y arrivera. On y arrivera à condition que nous ayons mal, très mal pour le Congo. À condition qu'on refuse de laisser le champ libre aux élites corrompues, aux aventuriers et autres criminels qui ne peuvent faire que ce que moi j'appelle la politique de la ceinture. Vous connaissez la politique de la ceinture ? La politique de la ceinture. Nourrir le haut et le bas de la ceinture. 2 dernières raisons nourrissent ma conviction qu'on y arrivera. La jeunesse congolaise.
J'ai de plus en plus de contacts et de discussions avec un nombre inimaginable de jeunes Congolais, bien formés, qui travaillent ensemble à des alternatives sérieuses en politique, avec une ambition forte d'assumer des responsabilités, mais avec conscience. Je crois en ces jeunes-là. Mais l'apartheid dans l'Afrique du Sud n'a pas pris fin uniquement par le travail de Mandela et ses amis. C'est dire que la mobilisation ne peut se contenter d'être nationale. Elle a besoin d'identifier des partenaires internationaux sincères. Je voulais dire un mot sur Madame... Il ne vous a pas échappé, je crois que l'intelligence des organisateurs a fait que sur cette table, ils aient mis une femme politique, un journaliste, un prof d'université et un curé. Il ne vous a pas échappé non plus qu'ils ont invité une Américaine, un Franco-Camerounais et 2 Congolais. Mais il y a vous également qui êtes dans cette salle, Congolais, Belges, Espagnols, Français, etc., qui croyez dans le Congo. Sans vous, le travail des Congolais n'ira jamais nulle part. Je vous remercie, Pascal.